Enfin, au bout d'un moment, en fait, si j'apprends plus, je me sens plus épanoui. Même si l'environnement de travail est bien, même si le salaire est bon, ça n'a jamais été une question d'argent vraiment pour moi. Il fallait que je sois dans un environnement où tu vois, genre, être entouré de personnes intelligentes envers qui t'apprend vraiment beaucoup de choses, te faire challenger. Et là, j'arrivais à un moment où vraiment j'avais fait le tour, quoi. Tu es un des membres fondateurs de Unhindered Angels. Qu'est-ce que Unhindered Angels? Alors, c'est une initiative de Paul Lay. Et du coup, un jour, il est venu me voir. Il m'a dit voilà, mais écoute, j'ai une initiative et j'aimerais bien monter un fonds early stage de start-up pour les profils avec background diversifié, donc, notamment issus des banlieues et des régions. Je pense qu'il y a une sous-représentation des banlieues, même des régions en France. Enfin, je fais vraiment le mélange des deux parce que c'est pareil. Tu as vraiment ce microsmos tech parisien qui est unique, attention, mais qui manque aussi de diversité. Je crois que c'était un fonds d'investissement américain qui a analysé en fait plusieurs unicornes anglaises et US et ils ont fait un focus sur les founders. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait un founder arrive à développer une unicorne, quels sont ses traits de personnalité, son background, etc. Et plus de 60% en fait venaient d'un background diversifié, un peu plus compliqué que certains. Donc pas de grande école, souvent fils d'immigrés ou filles d'immigrés. Ils ont la dalle. Exactement. En fait, t'as vraiment cet aspect un peu grinta. T'as la dalle. Exactement. Toi, tu en veux en fait. Et tu veux. C'est ça. Tu veux arriver, tu veux prouver. Tu veux prouver, t'as quelque chose à prouver. Et souvent, t'as une revanche à prendre. C'est clair. Qu'est-ce que tu as vu de l'intérieur que les gens ne connaissent pas? Qu'il y a beaucoup de créativité. Énormément de créativité. Dans les milieux défavorisés. Dans les milieux défavorisés, absolument. Ouais, il y a énormément de créativité. C'est juste qu'il manque le petit coup de pouce, en fait, le petit accompagnement pour que ça puisse éclore. Snapchat, comme Google ou Meta, avant tout, c'est une régie. Alors comme ça, en fait. C'est un produit consumer, B2C, mais qui vend des emplacements publicitaires à des entreprises, parfois très grandes. Alors, qu'est-ce qu'on apprend en Angleterre qu'on n'apprend pas en France ? Oui. C'est qu'on s'arrête pas nécessairement au parcours des gens, en fait. Tu vois, c'est pas un cliché de dire que la France est très élitiste. T'as des élites partout également en Angleterre. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, on m'a jamais demandé mon diplôme là-bas. On s'arrête surtout à l'expérience. Ce qui est, on va dire que professionnellement, je trouve que les Anglais sont très très ouverts d'esprit. À partir ils ont eu aussi ce biais, comme il était en début. Parce que je sais pas si tu connais l'histoire, mais au lancement du coup, ils se sont dit on va prendre tous les meilleurs ingénieurs des grandes écoles, MIT, Stanford, on va les mettre dans une salle, faire un hackathon. Voilà. Ils vont nous pondre les idées du siècle. Et comme ils ont fait les grandes écoles et que c'est des génies, c'est sûr qu'il y a des unicornes, qui vont sortir de l'incubateur. Et en fait, ils sont très vite aperçus que c'était pas vrai et que ça marchait pas. Et donc du coup, ils se sont ouverts vraiment à tout type de profil, à tout le monde. Et c'est là que ça a marché. C'est clair. Jugurtin, Jugurtine. Pour ce 18e épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mehdi Benbi, le cofondateur de FlashAd.ai, une plateforme qui permet d'automatiser sa présence sur les réseaux sociaux grâce à l'IA générative. Après avoir acquis une solide expérience chez le géant Snapchat, Mehdi a anticipé la vague technologique des Large Language Models et a saisi l'opportunité de créer FlashAd, combinant son expertise des réseaux sociaux à l'intelligence artificielle. Mehdi est également l'un des membres fondateurs du fonds d'investissement Unhindered Angels, lancé par son ami Paul Leu, fondateur du site La Belle Vie. Ce fonds a pour mission de financer et d'accompagner les startups fondées par les entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Dans cet épisode, Mehdi nous parle de son attachement à une vie authentique, à sa prise de risque et à l'importance de rester fidèle à ses valeurs. Il revient sur son passage chez Snapchat, sa vie à Londres et les motivations qui l'ont poussé à entreprendre. Derrière une apparence timide et une grande stature, Mehdi se révèle être un jeune homme passionné par la tech, fidèle à ses principes et exceptionnellement talentueux dans son domaine. Né à Poissy d'une mère marocaine qu'il a élevé seul dans un milieu modeste, Mehdi incarne l'exemple parfait de la réussite par la persévérance et l'innovation. Mettez-vous à l'aise, détendez-vous et laissez-vous inspirer par l'histoire de Mehdi Benbi. Mehdi Benbi, bienvenue à Jugurta Talks. Merci. Comment ça va ? Bah écoute, très bien. Et toi ? Merci d'être venu, merci d'être passé. Merci de m'accueillir. Je vais te poser un peu la question à Alain Delon. Qui est Mehdi Benbi ? Qui est Mehdi Benbi ? Écoute, Mehdi, c'est un enfant français d'origine marocaine qui est né à Poissy, dans le 78. Ok.
Donc quartier très populaire, famille modeste. Voilà, et puis une personne qui essaye juste de trouver sa voie un peu comme tout le monde. Voilà, je pense être très curieux. J'ai beaucoup de défauts, hein, on va pas se mentir, mais non, je suis une personne, je pense être très curieuse et c'est ce qui m'aide à avancer au quotidien. Ouais. Ça ressemble à quoi à grandir à Poissy? Alors Poissy, j'en ai des bons souvenirs, pour être honnête avec toi. Je suis né en 87, mes premiers souvenirs commencent, on va dire, à peu près au début des années 90. Et Poissy, à l'époque, c'est une ville qui est toujours le cas, je pense, divisée en deux, en fait. T'as le bas de Poissy, qui, on va dire, classe un peu plus aisée, et puis après, t'as le plateau de Borgard, où là, du coup, t'as tous les HLM, les quartiers populaires. Et donc, t'avais une vraie effervescence à l'époque. Franchement, j'ai vraiment adoré tous les gamins de toutes les origines, nationalités dehors en train de jouer. Tu vois, les tournois de foot l'été, avec les barbecues, sandwich merguez, enfin, tous les clichés que tu peux. Tu vois, enfin, c'était les jeux de billes, C'est etc., c'est toujours la même chose? c'est une excellente question parce que tu vois, plusieurs fois je me fais la remarque à chaque fois que parce que ma mère y habite toujours. Et plus du tout en fait. Il n'y a plus d'enfants dehors vraiment. T'as plus l'impression que c'est une ville dortoir. Tu n'es pas la première personne qui me dit ça. Je pense qu'il y a un effet mobile, clairement. Il y a un fait tu vois, screen time. Tant que tu passes sur les écrans, tu ne passes pas, mine de rien, à sortir, à sociabiliser, jouer avec les gens. Enfin, c'est ma théorie, après peut-être que je me trompe. Mais, par contre, tu es la première personne qui me l'explique comme ça. d'accord, ok. Ok. Mais voilà, ouais, d'excellents souvenirs. Tu vois, j'ai toujours gardé mes deux potes d'enfance, Romain et Joël. Et c'était beaucoup plus mixte à l'époque. Ok. Bizarrement aussi, tu vois. Et donc voilà, Joël d'origine portugaise, Romain français d'origine égyptienne. Et on s'est tout de suite très bien entendu, quoi. Donc, et on a gardé cette amitié-là. On est tous les trois soudés C'est cool. encore aujourd'hui. Tu as des frères et sœurs ou tu es fils unique? Alors, j'ai donc deux demi-sœurs, un demi-frère. Ok. Voilà. J'ai jamais connu mon père. Ils se sont séparés quand ma mère était enceinte. Ok. Et voilà, mais je les considère comme mes sœurs parce que j'ai grandi vraiment avec eux, quoi. J'étais très jeune quand ça arrivait tout ça. Donc, voilà. Quel était le métier de tes parents? Alors du coup, ma mère a travaillé à l'usine quand j'étais petit. Et puis après, derrière, elle s'est occupée aussi de personnes âgées, faire le ménage, leurs courses, etc. Voilà, ce qu'elle fait toujours aujourd'hui. Ok. Peux-tu me décrire Mehdi Benbi, adolescent? Mehdi Benbi, adolescent, très gamer. J'ai toujours eu cette passion des jeux vidéo. Donc ça a régi une bonne partie de mon adolescence, pour être honnête. Mehdi Benbi aimait aussi beaucoup le sport. Je fais énormément de basketball. C'est vrai que la première fois que je t'ai vu, t'es grand. Hein, donc les gens ne voient pas ça à l'écran. Mais... c'est vrai que ça aide au basket. Après, j'étais pas le plus grand non plus au basket. Pour être honnête, c'est un sport ça, de grand. Et voilà, bon, je vais revenir sur le sujet. Mais oui, alors beaucoup de basket et des difficultés quand même à l'école, un parcours assez chaotique, on va dire, ah ouais? en toute honnêteté. J'aurais pas dit, j'aurais dit que t'as une tête de bon élève. C'est les lunettes, c'est les lunettes. Donc ouais, non, c'était une période où j'en ai encore aussi de très bons souvenirs, mis à part l'école, quoi. Ouais. Ok. Bon. Donc de cet adolescent, tu es aujourd'hui un homme accompli qui réussit ses rêves et qui va au bout de ses idées. Ouais. Donc tu n'as pas choisi le chemin de la facilité. Donc tu as cofondé FlashAd après avoir fait tes armes chez le géant Snapchat. Tout à fait. Donc tu as cofondé ta startup en 2023 qui s'appelle FlashAd. Qu'est-ce que FlashAd? Alors FlashAd, donc c'est une plateforme qui te permet d'automatiser ta présence sur les réseaux sociaux. Et Google également, en contenu sponsorisé et non sponsorisé, grâce à l'IA. Ok. Voilà, tout simplement. Ok. Et pourquoi avoir lancé une boîte tu t'es lancé en fait dans l'entrepreneuriat après 13 ans de salariat. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Je pense avoir toujours eu un petit peu cet esprit entrepreneurial, pour être honnête. J'ai toujours été fasciné par ces grands entrepreneurs. On va pas les citer, mais il y en a énormément. Et puis, toujours été fasciné aussi par la tech, la science-fiction, toutes ces choses-là qui peuvent vraiment disrupt en fait nos vies.
Et du coup, en fait, j'avais essayé de lancer des boîtes déjà avant ça, pendant 13 ans, quand j'étais, bien sûr. Ces entreprises, on va dire que j'ai essayé de tenter, alors 2 n'ont pas vraiment pu éclore, on va dire. Une a été quand même assez mature en termes de développement, sauf que j'ai eu donc l'opportunité de rejoindre Snapchat, donc j'ai dû couper court. Voilà, donc j'ai vraiment toujours eu cette envie de lancer. Et tu sais, ce qu'on dit en tech, c'est que tous les 10-15 ans, tu as une nouvelle plateforme qui émerge. Donc tu as eu le web au début des années 2000, tu as eu le mobile après, 10 ans plus tard, le cloud, etc. Et aujourd'hui, c'est l'IA. C'est typiquement le genre de wagon qu'il ne faut pas louper. Voilà. Et donc quand ChatGPT est sorti, je suivais un petit peu l'IA, mais il n'y avait vraiment pas de quoi non plus se concentrer dessus vraiment, mis à part pour les experts. Et on parlait surtout de machine learning et pas d'IA. Et ChatGPT, ça a été une vraie claque, clairement. En étant passionné, j'ai tout de suite vu le potentiel. Et tout de suite fait le lien aussi avec mon expertise. Et comment je pouvais bridge the gap sur des choses, des difficultés que certaines sociétés pourraient avoir. Ok, donc Flash Ads est bâti sur le Large Language Model d'OpenAI, c'est ça? Alors ouais, OpenAI. Ok, donc tu fais des calls API pour... Exactement. Ok, c'est ça, tout à fait. Ok. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, c'est ça. Donc, on entraîne le modèle pour qu'il devienne donc très spécifique sur cette partie-là, quoi. Je vois. Ok, revenons un peu à la personne plus qu'au projet. Mm-hmm. Donc, quel était ton état d'esprit le jour où tu as posé ta DEM pour démarrer cette aventure? Alors, beaucoup d'excitement. Ok. En fait, j'avais jamais passé autant de temps dans une entreprise. Et au bout d'un moment... alors j'en ai de très bons souvenirs. Snapchat, c'est une boîte formidable, extraordinaire, qui totalement alignée avec mes valeurs en fait. Mais 7 ans, ça fait beaucoup. Et avant ça, il n'y avait pas trop d'opportunités. Et donc du coup, si tu peux me répéter la question, s'il te plaît. Non, pas de souci. C'est ton état d'esprit lorsque tu as quitté. Oui, c'est ça, lorsque tu as quitté, en fait, le jour où tu as posé ta démission, tu passes 7 ans dans une boîte. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Et tu as la sécurité de l'emploi, tu as tout. Et là, tu te lances dans une aventure où c'est le vide, tu ne sais pas, tu dois créer ton chemin et personne ne va te le créer. Non, clairement. Ouais, alors là, pour le coup, c'était sûr. Mais c'était aussi très opportuniste, en fait, pour être honnête. Donc, comme je t'ai dit, voilà, une nouvelle plateforme qui émerge, quelque chose à saisir. Donc, on a discuté avec l'entreprise d'un commun accord. J'ai pu partir en bon terme et puis me lancer tout de suite dans la foulée dans le projet. Voilà. Donc vraiment beaucoup d'excitement pour le coup. Ok. Ouais. Et c'est juste, ça veut dire que pour toi, ce qui était le déclic, c'est que tu t'es dit, ok, ça fait trop longtemps que je suis dans une boîte, c'est ça en fait, c'est ton motif. Clairement. Enfin, au bout d'un moment, en fait, si j'apprends plus, je me sens plus épanoui. Ouais. Même si l'environnement de travail est bien, même si le salaire est bon, ça n'a jamais été une question d'argent vraiment pour moi. Il fallait que je sois dans un environnement où tu vois, genre, être entouré de personnes intelligentes envers qui t'apprend vraiment beaucoup de choses, te faire challenger. Et là, j'arrivais à un moment où vraiment j'avais fait le tour, quoi. La possibilité, c'était potentiellement d'évoluer et de rester encore dans la boîte. C'était une possibilité de tenter, mais ça m'intéressait pas. Ok. Mais tu aurais pu, par exemple, aller dans une autre boîte, mais tu as choisi de créer ton propre truc. Ouais, complètement. Ok. Ouais, complètement. Et on ne sait pas, enfin voilà, ça fait à peu près maintenant 6 mois qu'on est lancé, donc j'espère que ça va continuer. Ok. Et où est-ce que tu vois en fait Flash Ads d'ici à 1-2 ans ou peut-être 5 ans? Comment tu vois les choses évoluer? Comment tu vois déjà ton expertise? Comment tu vois le marché de la pub déjà évoluer? Comment les gens font de la pub online? Comment tu vois ce marché-là évoluer? C'est une bonne question. Alors où est-ce que je vois Flash Ads? Je vois l'entreprise suivre la tendance, clairement, de l'IA qui va vraiment tout chambouler. Je pense que cette partie automation va prendre plus de poids. L'IA et le marketing, on a en prévision, je crois que le CAG, c'est 25% de croissance, donc lissé tous les ans jusqu'en 2032. Et donc en 2032, le marché vaudra 145 milliards. Ok. Voilà, donc on voit à peu près une vingtaine là. Donc... C'est le quoi? C'est le marketing en ligne? Marketing de l'IA, tout à fait. Ok. Marketing et IA, donc les deux. Donc marketing en ligne, tout ce qui est automation, des tâches marketing. Ok. Donc clairement, il va avoir un besoin.
Nous, on essaye d'être là au début de cette vague-là. Et comment je vois le marché de la pub évoluer, je pense que de plus en plus d'entreprises vont et seront amenées à internaliser en fait ces compétences. Donc d'exécution et de créativité. Aujourd'hui, elles passent beaucoup par les agences. Alors les agences seront toujours là. Il y aura toujours donc, des entreprises qui souhaiteront on va dire délocaliser ça, passer par des sociétés externes sur ce type de tâches. Mais je pense que la proportion va vraiment s'inverser et que tu en auras plus qui vont internaliser. Ça s'est déjà vu avec l'arrivée des self-serve, donc Google, Meta, donc Facebook, Instagram, où tu peux donc implémenter ton contenu sponsorisé ou non sponsorisé. Beaucoup d'entreprises ont internalisé ça. Certaines ont fait marche arrière. Beaucoup aujourd'hui encore le gardent et l'IA va juste accélérer cette tendance, quoi. Ok. Voilà. Ok. Et c'est toi qui as développé ta plateforme tout seul ou tu l'as codée ou tu... Non, alors, j'aimerais bien coder, même si j'ai appris à coder quand j'étais à Londres, mais c'était un petit moment. Non, là je suis associé. Ok. On est 4 cofondateurs. Donc je suis avec Rémi, qui est plus sur la partie commerciale, développement. Ouais. Maxime et Maxence, qui sont eux ingénieurs. C'est eux qui ont codé exactement, la plateforme. c'est eux les petits génies, les petits génies du coding. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, ça marche. En parlant de cofondateurs, tu es un des membres fondateurs de Unhindered Angels. Qu'est-ce que Unhindered Angels? Alors, c'est une initiative de Paul Lay, donc un ami de longue date, qui est du coup cofondateur SEO de La Belle Vie. Donc, livraison des courses en moins d'une heure. Je pourrais pitcher son produit à sa place. Et du coup, un jour, il est venu me voir. Il m'a dit écoute, j'ai une initiative et j'aimerais bien donc monter un fonds early stage de start-up pour les profils avec background diversifié, donc notamment issus des banlieues et des régions. Qui n'ont pas nécessairement accès à un réseau, à des compétences, peuvent manquer aussi de code. Et le but, c'est de les accompagner. Donc de spotter tout de suite ces talents-là. Et au-delà de l'investissement monétaire, parce que c'est pas non plus une société à but non lucratif, attention, mais le but, c'est vraiment de gagner quand même de l'argent pour pouvoir faire perdurer le projet. Mais c'est pas que de l'investissement financier. C'est aussi beaucoup d'accompagnement de ces startups-là en fonction des compétences de chacun. Voilà. Et pourquoi tu as dit oui? J'ai dit oui parce que ça me parle. Ça me parle clairement. Enfin, du milieu d'où je viens, clairement, on a ces difficultés-là. Tu vois, enfin, j'ai dû outrepasser ça, mais j'en suis vraiment conscient. Et quand j'avais des idées, typiquement, j'aurais adoré que des sociétés comme ça puissent être présentes, envers qui je puisse pitcher et voir si ça marche ou pas. Voilà, je pense qu'il y a une sous-représentation des banlieues, même des régions en France. Enfin, je fais vraiment le mélange des deux parce que c'est pareil. Tu as vraiment ce microsmos tech parisien qui est unique, attention, mais qui manque aussi de diversité. Et tu vois, je suis tombé sur une étude qui est super intéressante. Je crois que c'était un fonds d'investissement américain qui a analysé en fait plusieurs unicornes anglaises et US. Et ils ont fait un focus sur les founders. Et qu'est-ce qui fait qu'en fait un founders arrive à développer une unicorne? Quels sont ses traits de personnalité, son background, etc. Et plus de 60% en fait venaient d'un background, on va dire, un peu plus diversifié, un peu plus compliqué que certains. Donc pas de grande école, souvent fils d'immigrés ou filles d'immigrés. Ils ont la dalle. Exactement. En fait, t'as vraiment cet aspect un peu grinta. T'as la dalle. Exactement. Parce que toi, tu en veux en fait. Et tu veux. C'est ça. Tu veux arriver, tu veux prouver. Tu veux prouver, t'as quelque chose à prouver. Et souvent, t'as une revanche à prendre. C'est clair. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Tu vois, c'est vraiment être un peu contre ce déterminisme social en fait. Tu vois, tu nais comme ça ici, ok, d'accord, et après, soit tu végètes, soit tu te bats en fait. Et qu'est-ce que tu as appris en fait en lançant à faire partie de cette initiative? Qu'est-ce que tu as appris que les gens ne connaissent pas par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu as vu comme potentiel de fondateurs? Qu'est-ce que tu as vu de l'intérieur que les gens ne connaissent pas? Qu'il y a beaucoup de créativité
Énormément de créativité. Dans les milieux Dans les défavorisés. milieux défavorisés, absolument. Ouais, il y a énormément de créativité. C'est juste qu'il manque le petit coup de pouce, en fait, le petit accompagnement pour que ça puisse éclore. Et c'est principalement la chose que je vois, des gens qui ont cette motivation, cette flamme à l'intérieur, et qui veulent réussir, quoi. Et comme t'as pas d'autres fonds qui existent, tu regardes bien en France, il y en a pas. Enfin, t'as peut-être des associations, mais il y a un vrai potentiel, il y a quelque chose à développer à ce niveau-là. Et tu vois aussi que cette culture un peu des banlieues, j'ai parlé des banlieues parce que c'est de là où je viens, mais qui s'est quand même fait, on va dire, des grandes sociétés sont accaparées en fait cette culture-là, clairement, et sans vraiment give back. Je ne vais pas en nommer, ça sert à rien, on n'est pas dans ce sujet-là, mais c'est aussi un peu rendre à César ce qui appartient à César. Donc tu as un peu ce côté Robin des Bois, quoi. Tu veux dire qu'il y a des grosses sociétés qui ont juste ce côté com, RSE, mais finalement ils font rien derrière, c'est ça? Alors beaucoup, oui. Enfin, on va pas se mentir. C'est juste c'est clairement de la politique. D'autres sociétés se sont aussi inspirées de la culture de la banlieue. Je parle dans le divertissement, par exemple, ou dans la mode. Et on dit, tu vois, la banlieue influence Paris et Paris influence le monde. C'est vrai. Enfin, c'est clair. Sur ce vue-là, c'est... Moins en moins maintenant à Paris. Moins en moins, mais en tout cas, sur la mode, en tout cas, c'est ça, c'est clair vrai. et net. Sur la mode, c'est vrai. Sur la tech, non, je dirais la que c'est tech, plus côté Asie. Ouais, ok. Clairement. Non, c'est plus US-Asie, je suis d'accord avec toi. Mais, quel conseil donnerais-tu à des jeunes entrepreneurs, notamment ceux issus des milieux défavorisés, qui cherchent à se lancer? De pas lâcher. Vraiment, je pense qu'il faut être 2-3 fois plus résilient, clairement. Pourquoi? Parce que t'es face à des difficultés que d'autres n'ont pas nécessairement. Par exemple. Je parle pas nécessairement de racisme. Moi, je refuse à dire que la France est raciste. Ça, j'y crois pas du tout. Clairement pas. T'as toujours quelques personnes qui peuvent l'être, clairement. Ça, c'est le cas de tous les pays du monde. Par contre, des biens inconscients, il y en a énormément. C'est énormément difficile de casser ses biais. Tu vois, on parle souvent que on dit souvent que les 30 premières secondes sont les plus importantes, en fait. Quand tu te présentes à un entretien, par exemple, ou quand tu pitches quelque chose. Ça joue vraiment sur des détails, mais l'inconscient des gens régit beaucoup leur comportement. On s'en rend même pas compte, mais on a tous des biais. Ton inconscient va te dicter des choses que tu vas faire sans t'en rendre compte. C'est très psychologique, mais chez Snapchat, c'est super intéressant. Mais on avait eu quand je les avais rejoints au début, en fin 2016, début 2017, on avait des trainings, des meetings sur ces biais inconscients et comment les identifier, parce que c'est la première difficulté. Exactement. C'est le plus dur. Le plus dur, c'est de se rendre compte que tu es dans le biais. C'est la première étape. Mais une fois que tu as fait ça, c'est plus simple après de s'ouvrir et d'avoir un esprit bien plus ouvert et de ne pas tomber dans ces biais. Et je pense que quand tu viens des banlieues, tu es face à ça tout le temps. C'est très rare de tomber sur des personnes qui sont naturellement ouvertes d'esprit et qui vont pas tu vas te dire Mehdi vient de banlieue, donc il est comme ça. Il va forcément s'exprimer comme ça, ou s'habiller comme ça, ou peut-être pas maîtriser ces sujets-là. Et c'est pas du racisme, encore une fois. C'est des biens conscients, mais pour moi, c'est plus pernicieux. En fait, c'est juste on se simplifie la vie en ayant des schémas de pensée, parce que on sait que ça nous mène généralement à un bon résultat, ça nous sert dans la vie. Ces biais ont une raison d'être. Et c'est clair que les enlever parfois rendrait chaque interaction sociale très énergivore. Et on doit chaque fois faire un effort conscient. Bien sûr. Ok, je suis d'accord, mais qu'est-ce que c'est énergivore? Bien sûr, non, mais absolument. En fait, on va juste vers ce naturel de ok, on fait un shortcut, mais ça nous sert dans la vie.
Et c'est vrai que c'est très très difficile. J'ai fait le même training. Hein. Ouais, donc tu sais de quoi je parle. Hein. Tu sais de quoi je parle. J'ai fait le même training et c'est très difficile. Généralement, les multinationales, c'est un peu ça. Ouais. Parlons de multinationales. Donc, on vit dans l'ère du contenu, du storytelling, du personal branding. Tu as été dans l'antre de la bête, si je puis dire. Tu as été 7 ans chez le géant Snapchat, et où tu as été, je crois, account executive, si je dis pas de bêtises. Ouais, sur la fin, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris dans l'intérieur que les gens ne connaissent pas ou que les gens ne savent pas vraiment? C'est une bonne question. Déjà qu'il y a un bureau en France, beaucoup de personnes ne le savaient pas. Et que c'était principalement au début un bureau commercial. Et que Snapchat, comme Google ou Meta, avant tout, c'est une régie. On va voir comme ça, en fait. C'est un produit consumer, B2C, mais qui vend des emplacements publicitaires à des entreprises, parfois très grandes. Ah ouais. Donc voilà. Après, ce que je peux partager d'autre, c'est que j'ai appris énormément de choses. C'est une entreprise qui va très vite, qui va très très vite en termes de développement, qui est très très attachée à ses valeurs. Quand je les ai rejoints, on avait 3 maîtres mots. C'était smart, kind and creative. Et tu le ressens dans tous les départements, tous les process. C'est-à-dire qu'en recrutement, on va bien assess si la personne, bien évidemment, est smart, créative et aussi kind. Dans les reviews, les performance reviews qu'on a en interne. Donc, est-ce que tu as été performant durant cette année-là? Pareil. Alors, qu'est-ce que tu as fait qui était smart? Qu'est-ce que tu as fait qui était kind? Qu'est-ce que tu as pu faire qui était créatif? Toutes ces choses-là, et ça, je pense que les personnes ne le savent pas nécessairement. Ok, parce que généralement, on a toujours un peu ce côté evil, un côté diabolique de toutes ces sociétés de réseaux, de social media. Et est-ce que, donc, pour toi, c'était pas vraiment l'expérience en interne? Non, pas du tout. Mais le business model, si j'ai bien compris, c'est plus pour toi une régie. C'est plus. De toute façon, dans le business de la pub, si tu parles à de grandes agences comme Publicis, Havas, etc., Meta, Snapchat, TikTok, c'est des régies. Tu vois, c'est ça, c'est le cœur du business de ces applications. J'imagine. C'est normal d'ailleurs. J'imagine. Donc voilà. Et tu as été sales là-bas, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on apprend dans le métier de sales? On apprend beaucoup de choses. On apprend énormément de choses. En fait, tu as plusieurs catégories. Tu vas avoir des sales qui vont s'occuper de tailles d'entreprises différentes. Tu vas avoir des sales qui vont adresser des startups, des sales qui vont être très spécialisés dans tout ce qui est mid-market, donc TPE, PME. Et tu vas avoir des sales grands comptes, donc enterprise. Et l'approche les fondamentaux sont les mêmes. Il faut être dans l'empathie. J'ai toujours eu cette considération du win-win, clairement, avec les clients. Il faut comprendre les besoins, c'est très très important. Donc il faut savoir les identifier très vite, savoir nouer des relations aussi. Mais des relations authentiques. Est-ce qu'on peut être sales et introverti? Oui, je pense qu'on peut l'être. Ah ouais? Je pense que les introvertis ont des qualités que les sales extrovertis n'ont pas. Par exemple? Ils sont plus dans l'analyse, plus dans le détail. Peut-être moins bons en public speaking, mais quand il faut se poser, faire une belle présentation en beau deck, ils sont meilleurs. Ah oui? Ouais. Est-ce que c'est ton cas? Non. Tu es extraverti ou tu te qualifierais comme... Je sais, moi, je pense que je suis un peu l'entre-deux. Ça va dépendre, mais je suis à l'aise avec les gens. Je pense l'être. Tu peux me dire le contraire, hein, t'inquiète, je me pas mal si c'est pas le cas. Peut-être que j'ai jamais été excellent en présentation en deck, pour être très honnête. Mais par contre, j'adorais créer des relations et surtout identifier les besoins du client et comment les accompagner en fait. C'est tout un travail. Tu vois, tu peux passer 2 ans à craquer un client, 2-3 ans. Ah ouais. Okay. Ouais. Donc il faut gagner sa confiance. Faut montrer que tu es spécialiste, tu sais de quoi tu parles, que tu veux son bien. Il faut aussi délivrer continuellement. Sans trop faire d'erreurs. C'est beaucoup de choses. Mais voilà, et c'est le challenge. Le challenge,
Il est excellent, j'adore ce boulot. Tu as vécu plus de 3 ans à Londres, tu as dit. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend en Grande-Bretagne qu'on n'apprend pas en France? 4 ans et demi, presque 5 ans. Ouais. 5 ans. Qu'est-ce qu'on apprend en Angleterre qu'on n'apprend pas en France? Oui. Alors moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'on s'arrête pas nécessairement au parcours des gens, en fait. Tu vois, c'est pas un cliché de dire que la France est très élitiste. T'as des élites partout, également en Angleterre. Ça, c'est une réalité. Mais par contre, on m'a jamais demandé mon diplôme là-bas. Tu vois, on s'arrête surtout à l'expérience. On peut se refaire, quoi. Comment? On peut se refaire. Ah, bien sûr. Ah oui. Ouais. Et puis, tu vois, typiquement, c'était pas mon cas, mais j'ai eu des amis comme ça qui ont fait pas mal de métiers. Ça n'a jamais été un frein, au contraire, c'est plutôt bien vu. En France, on va penser que non, tu as besoin d'être spécialisé dans un domaine et de rester là-dedans et de faire que ça. Ce qui est, on va dire que professionnellement, je trouve que les Anglais sont très très ouverts d'esprit. À partir du moment où tu apportes quelque chose, tu crées de la valeur. Voilà, et puis si ça marche pas, hein, mais... Donc les cases sont un tout petit peu moins délimitées. On peut sortir de ces cases-là. Ouais. C'est clair qu'en France, il y a ce côté étiquette. On accorde beaucoup d'importance à l'école où tu es allé, le milieu duquel tu viens. Bien sûr. Et il faut cocher certaines cases pour accéder à certains milieux. Bien sûr. Et puis ça se ressent aussi même dans les entreprises, dans les process de certaines entreprises françaises. Tu vois, je parlais avec ma femme qui a travaillé un petit peu chez Total au début de sa carrière. Ils ont des process pour les personnes issues de grandes écoles. Elle a fait la Sorbonne. Tu vois. Et c'est comme une belle université. En tout cas, elle, quand elle était aussi à Londres à un moment, c'est bien vu. La Sorbonne, la Sorbonne, ça fait un peu poche, tu vois. C'est pas le cas en France, c'est dommage, tu vois. Et t'as des grosses boîtes CAC 40 qui vont privilégier des profils de grandes écoles. Attention, ils sont très bons, hein. Il n'y a pas de souci. Et qui vont avoir peut-être des quotas pour les universités, tu vois. Je parlais aussi avec un prospect, concession automobile. Je ne nommerai pas la marque, mais ils ont clairement aussi des process en interne où si tu viens de grande école, tu vas passer par le terrain. En fait, ton carrière passe, il est tracé. Tu passes par le terrain, après tu montes dans tel bureau, après tu passes dans tel département. On sait que tu vas finir directeur dans X mois, années. Tu vois. Si tu viens pas de grande école, t'es voué à rester sur le terrain, malgré tes performances, en fait. Et au UBA, on se base vraiment, vraiment sur la performance et ce que tu es capable de délivrer avant de regarder ton background. C'est pas en fait méritocrate, on voit beaucoup plus. Moi, je vois dans le système anglo-saxon, par exemple, je vois même les grandes sociétés telles que SpaceX ou alors Tesla, ils ne regardent même pas les diplômes. Non. Ouais, si qu'est-ce que tu sais faire? C'est exactement ça. Et ça, par contre, c'est vrai que ça manque beaucoup en France. Bien sûr. On ne demande pas à la personne qu'est-ce qu'il sait réellement faire. Non. Et d'où, en fait, parfois, je trouve qu'il y a un manque d'innovation. Ouais. L'étiquette sert énormément quand il s'agit des produits de luxe ou alors de la gastronomie. Et c'est ce qui fait que la force de la France, bien sûr. Exactement, elle garde ça. Bien sûr. Mais parfois, ça peut devenir un piège parce que si on veut innover, il faut réellement voir qu'est-ce que la personne apporte comme valeur. Tu sais, je sais pas si tu connais Y Combinator bien sûr. Ouais. Et Paul Graham, donc le fondateur, il dit que make something that people want. Donc il faut faire quelque chose que les gens aiment. Exactement. Et il faut être extrêmement pragmatique et d'une manière brutale en fait. Bien sûr. Et si on a des billets de milieu, des billets d'école, c'est foutu. Bien sûr. On verra pas en fait ce que réellement les gens veulent. Et parfois, tu peux avoir une personne qui vient d'un milieu modeste, mais qui a une excellente idée et qui peut percer. On lui donnera jamais sa chance juste parce que il ne coche pas les cases en France. Ça, c'est dommage. C'est vrai. T'as mentionné YC, Y Combinator, du coup, donc il y a un grand le plus gros incubateur de start-up. Je suis un grand fan. Je suis un très très grand fan. C'est normal. Je lis le blog de Paul Graham. Bien sûr. Ouais, tu vois, j'essaye d'appliquer son mantra qui est Do things that don't scale. Exactement. Tu vois. Bon, là maintenant on passe sur une phase d'accélération, c'est ce que j'ai fait pendant 5-6 mois. Je l'ai accroché. Mais c'est super important, important. Oui. Et je comprends parfaitement. Mais tu vois, ils ont eu aussi ce biais, Y Combinator en début. Parce que je sais pas si tu connais l'histoire, mais au lancement du coup, ils se sont dit on va prendre tous les meilleurs ingénieurs des grandes écoles, MIT, Stanford, on va les mettre dans une salle, faire un hackathon. Voilà. Ils vont nous pondre les idées du siècle. Et comme ils ont fait les grandes écoles et que c'est des génies, c'est sûr qu'il y a des unicornes. Il y a des unicornes qui vont sortir de l'incubateur. Et en fait, ils sont très vite aperçus que c'était pas vrai et que ça marchait pas. Et donc du coup, ils se sont ouverts vraiment
Tout le type de monde. profil, à tout le monde. Ah, oui, Et oui. c'est là que ça a marché. C'est clair. Tu vois. C'est clair. Et donc, on peut apprendre beaucoup de Y Combinator. Ah, beaucoup, oui, oui. beaucoup. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'ils sont dans le partage. Moi, ils sont complètement ouverts sur tout. Moi, je suis carrément étonné. Et Parce que j'adore les ça. gens ne se rendent pas compte, mais je regarde beaucoup leur chaîne YouTube. Ouais. Et Pareil. chaque fois, en fait, il y a des conseils, mais qui valent de l'or. Et je me Mhm. dis, mais comment ils donnent ça gratuitement? Mais oui, mais parce qu'on n'a pas l'habitude en France d'avoir ça. Tu vois pas de podcast vraiment Je dis, de. mais non, mais c'est pas vrai. Chaque Ouais, conseil, c'est c'est vrai. Michael Seibel, celui qui a confondé Twitch. Ouais, tout à confondé fait. Twitch. Ouais. Ben, le gars, mais c'est une mais encyclopédie. bien sûr. Et chaque fois qu'il parle, moi, je bois ses Pareil. conseils. Et je me dis, mais comment les gens... En fait, et je vois les vidéos, elles font genre 20 000 vues, 30 000 vues, 40 000 vues. Alors que parfois, je me dis, mais quelqu'un qui fait n'importe quoi sur TikTok se fait... En fait, il y a des millions de vues, alors que ce monsieur, on l'ignore. Ou pas, on l'ignore pas. Mais par rapport à l'échelle et la notoriété L'impact. qu'a Y Combinator, 40 000 vues ou 100 000 vues, c'est rien en fait. C'est vrai. Par rapport à le rayonnement qu'ils ont. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Et ils ont tellement appris de ces années d'investir dans des startups qui te disent, même quand ils te disent clairement, même quand ils acceptent des dossiers. Tu vois, j'ai pas peur de le dire, hein, j'ai postulé, mais ils m'ont dit, faut repostuler en octobre. D'accord, on va voir, on va repostuler. Mhm. On n'a pas été pris. Mais ils te disent clairement que nos décisions, en fait, ne sont pas nécessairement les bonnes, en fait. On peut se tromper. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on vous accepte ou on vous accepte pas que c'est la bonne décision. C'est juste que ce qu'on considère être à potentiel ou pas, mais ça veut pas dire qu'on a la science infuse. Mhm. Et il y a aussi cette humilité, vraiment. Tu vois, c'est-à-dire que c'est clairement les meilleurs au monde dans ce qu'ils font. Et ils sont humbles. Moi, j'adore ça. Ben, généralement, c'est comme la confiture. Plus, moins on en a, plus on en tartine. Exactement, ouais. Alors, pourquoi eux, ils tartinent hein, quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, ils ont, enfin, tartinent dans leur knowledge, dans leur partage. Ah oui, oui, c'est clair. Mais la manière dont le message est véhiculé, tu ressens pas du tout ça. Oui, Ouais. c'est clair. Ouais. C'est clair. Ouais. Mais oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et donc oui, ça fait une bonne différence. Une bonne différence. Et puis il y a ce goût aussi, cette prise de risque. Quand ils acceptent une startup, ils investissent tout de suite 500K, tu vois, 500 000 $. Et ils te prennent, je pense, juste, entre guillemets, c'est pas grand-chose, mais 6-7% d'equity. C'est rien. C'est C'est rien. rien. C'est rien. Avec tout le support qu'ils t'apportent derrière. Mais il t'accélère en fait. Je C'est crois qu'il t'accélère soit à te cracher très vite, soit à Ouais. décoller très vite. Exactement. C'est ça. Il n'y aura pas de faux Il n'y a semblant. pas de demi-mesure. Il n'y a pas de faux C'est ça. semblant. Parce que parfois, en étant aussi start-upper ou en se lançant, on essaie toujours d'éviter ce moment de vérité parce qu'on peut se confronter à la réalité très très vite que ce qu'on a lancé, ce pourquoi on s'est jeté dans le vide, ne marche pas. C'est vrai. Et eux, ils t'accélèrent en fait cette ça. réalité. Et parfois, ça peut faire très mal hein, à l'ego. Ouais, Donc, ouais, bien sûr. ils te disent, voilà. Ça marchera pas. En fait, c'est pas. Ils Faut te que tu disent ça marche pivotes. pas, mais le process te met directement face à la réalité. Bien sûr. Et tant mieux, parce que parfois on peut arriver à cette conclusion après 3 ans. Ouais. Alors que chez eux, ça va être 3 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Mais ils vont quand même t'inciter à pivoter avant. Tu vois. Sûrement. Et ce qu'ils te disent, c'est que l'idée avec laquelle tu rentres chez YC sera quasiment pas la même, pas du tout la même quand t'en sortiras. C'est clair. C'est une possibilité. Oui, oui. Tu regardes Airbnb, bon, c'est assez proche, mais ils aiment bien sortir ce case, parce que c'est un beau case quand même, Airbnb, faut dire. Belle boîte. Bah, je me rappelle quand Brian Chesky il a pitché à Paul Graham. Il était dubitatif. Il a dit quoi? Tu vas ouvrir ta maison à des inconnus qui vont venir? Je dis, ouais. C'est vrai. Et en fait, ça l'a rendu humble, Paul Graham, depuis. Il dit, je n'arrive plus à juger les bonnes ou des mauvaises idées. Ouais. Juste quand on me pitch, je fais, ok. Et il ouvre grand les yeux. En fait, il n'émet aucun jugement. Parce vrai. que on se trompe. Qui aurait cru que voilà quelqu'un, tu vrai. vois, oui, mais il y aura des barjots qui vont venir dormir chez toi. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, c'est quand même incroyable parce que c'est une boîte qui a quand même végété pendant 2 ans et demi, quoi. Brian Chesky, donc du coup tu l'as mentionné, le cofondateur d'Airbnb, au début c'était du couchsurfing. Tu vois, c'était dormir sur le canapé chez les gens, voilà, je loue mon canapé chez moi, etc., avant que ça soit complètement la location de ton appartement. Et ça, ils s'en sont rendu compte avec le besoin au fur et à mesure. Mais pendant très longtemps, ils ont survécu sur une centaine de clients qui étaient des clients de leur réseau, quoi, de leurs proches, à lui et son cofondateur, tu vois, avant d'exploser derrière. Mais ça a pris du temps, mais c'était une vraie résilience. Et puis Paul Graham, comme tu l'as dit,
il a quand même investi, je crois que c'était 20K au début, tout au début. Donc il y a cru un petit peu quand même. Là, Ok. Mais 20K pour Paul Graham, c'est pas beaucoup. Bah voilà, pour Paul Graham, c'est même à l'époque, c'était pas grand chose. Non. Non, clairement. Bah écoute, je voudrais te poser des questions. Moi, je suis un amoureux des livres. Donc, je vais te poser des questions du livre. Donc, je te pose des questions à travers un spectre d'un livre. Ok. Donc, le premier livre que je vais te poser des questions à travers, s'appelle The Five Dysfunctions of the Team. Donc, je te le passe. Donc, c'est un livre qui est super bien écrit. Ça parle de 2 cofondateurs de la tech et qui lancent une boîte, qui arrive à lever des fonds. Mais à un certain moment, ça ne fonctionne plus parce que l'équipe ne fonctionne plus. Et donc, il y a une dame qui travaille dans l'agroalimentaire, qui est une CEO, qui vient les aider. Donc, le board leur impose cette personne. Et la discussion est magnifique. C'est écrit comme une sorte de roman et je te conseille réellement de le lire. D'accord. Et il y a comme des sortes de... Il en sort 5 obstacles qui sont généralement les péchés cardinaux de quand une équipe ne fonctionne pas. Qui sont l'absence de confiance. Ça veut dire les membres d'une équipe ne se montrent pas vulnérables. Peur du conflit. Donc, il y a comme une sorte d'harmonie virtuelle ou un semblant d'harmonie. Parce que les gens ont peur de parler des vrais sujets. Parce qu'ils vont créer des problèmes. Le manque d'engagement. Les gens ne prennent pas un engagement parce qu'ils ont peur. L'évitement de la responsabilité. Les membres évitent de se tenir mutuellement responsables. Et finalement, inattention aux résultats. Donc, ils priorisent leurs besoins individuels sur les objectifs du collectif. Toi, tu es dans la genèse de Flash Ad, donc la question du livre. Tu es peut-être en phase de recrutement. Donc, l'équipe, c'est fort, mais il est dur de se constituer une. Il faut convaincre des gens de rejoindre ton équipe, travailler pour toi. Donc, d'après ton expérience sur ces 5 obstacles-là, dans le livre, quel est celui qui te parle le plus ? Quel est celui où tu as eu le plus affaire à, en fait, l'absence de confiance, la peur du conflit, le manque d'engagement, l'évitement de la responsabilité ou l'inattention aux résultats ? C'est une très bonne question. On n'a que 6 mois pour le coup, donc j'ai peut-être pas assez de recul sur tout. Ou alors ton expérience c'est Schnapp. Mais non, on va parler de Flash Ads, t'as raison. Je pense que c'est peut-être la peur de challenger sur certains sujets. Pourquoi ? C'est une bonne question. On a des expériences qui sont différentes. Et c'est aussi pour ça que c'est important. En fait, les investisseurs, ce qu'ils vont regarder toujours, c'est l'historique entre les cofondateurs. Justement pour essayer de casser ça et s'assurer qu'en fait, les cofondateurs se disent les choses quand il faut se le dire. Là, c'est important. Et bon, je trouve qu'on a un peu ça, mais comme on a l'expérience variée, je prends l'exemple de mon cofondateur Rémi. Il est très bon, ce qu'il fait, c'est un commercial, mais il doit ramp up sur certaines choses. Tu vois. Il a quand même cette maturité pour comprendre que ce domaine-là, je le maîtrise pas. Il faut que j'apprenne. Tu vois. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, pour l'instant, dans notre équipe, je ressens pas trop ça. Mais ça peut peut-être le venir. Ça peut peut-être le devenir. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un excellent livre que je te conseille vivement de lire parce qu'il parle de 2 cofondateurs de la tech et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et à un certain moment, il recrute une. Et ça, je l'ai lu en une journée tellement il se laisse lire. Honnêtement. Ça marche. Mon deuxième livre s'appelle Never Eat Alone par Keith Ferrazzi. Donc, c'est un guide pratique de l'art du réseautage et des relations professionnelles. Donc, il souligne l'importance de bâtir des relations authentiques et de donner avant de recevoir. Il conseille de toujours rester en contact, de suivre les contacts importants et de cultiver les réseaux solides. Donc, c'est ce livre-là. Donc, toi, tu as été sales, tu connais l'importance et le pouvoir du réseau. À quel point est-ce puissant un réseau ? C'est extrêmement puissant. Enfin, faut savoir c'est un art de savoir le cultiver, mais sans se forcer pour autant, parce que ça démultiplie tes opportunités. Je te donne un exemple. Flash Ad,
J'ai donc constitué un petit board avec donc un ancien collègue et Paul, donc mon ami de longue date. Et ils me partagent leur knowledge, leur connaissance. Donc ça me permet moi aussi d'éviter certaines erreurs. C'est un cas très précis, hein, c'est mon cas, mais ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple dans la recherche de, par exemple, de travail. Ça peut être sur des conseils, ça peut être sur plein de choses. Et je pense qu'il faut pas se dire on n'arrive jamais à faire les choses seul. Voilà. Je pense que même tous ces grands entrepreneurs, etc., aujourd'hui, tu as le beau storytelling, mais quand tu creuses derrière, que tu lis leur biographie, tu t'aperçois qu'ils sont pas seuls. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as toujours quelqu'un à côté qui va t'aider, qui va t'ouvrir des portes, qui va t'aider à accélérer, à grandir, dire les choses quand il faut te le dire aussi. C'est ça les vraies relations. C'est game changer. Et selon toi, selon ton expérience, tu as été sales, tu as pas mal approché des personnes, tu as cultivé un réseau. Si tu devais avoir un conseil à donner à une personne pour constituer un réseau, ça serait quoi? Une habitude. Pour constituer un réseau, une habitude, ne pas le faire par intérêt. Ok. Le faire pour le quoi, faire alors de manière très authentique en fait. C'est-à-dire qu'il faut le faire en ayant la volonté d'apporter quelque chose aussi à la personne. De considérer vraiment tout le monde et pas de considérer une personne parce qu'elle a un title différent, une position plus élevée ou autre, et de pas considérer d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins influentes, etc. etc. On rentre un peu plus dans la politique, mais je pense qu'il faut aller de manière authentique et de bien s'entendre juste avec les personnes avec qui tu t'entends bien. Et pas essayer de forcer des relations à vouloir t'entendre avec des personnes parce que tu penses qu'elles peuvent t'apporter quelque chose, parce que cette personne est bien placée. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la politique. Alors des personnes savent le faire. C'est pas donné à tout le monde, c'est aussi un art. C'est pour ça qu'on dit que c'est de la politique, mais moi c'est pas mon cas. Tu vois, je suis très très mauvais là-dedans parce que dès que j'aime pas quelque chose, on le sait. Et dès que j'aime bien, on le sait aussi. Donc je peux pas faire, genre. Il faut être J'y arrive pas. Il y a un livre que j'ai lu dernièrement qu'un pote m'a offert. Ça s'appelle Avoir le courage de ne pas être aimé. Avoir le courage de ne pas être aimé. Et il définit la liberté. La liberté. On atteint une liberté quand quelqu'un nous aime pas. Et en fait, c'est bizarre. Je me dis, mais pourquoi il dit ça? Parce que ça veut dire qu'on prend position. Every shape cast a shadow. C'est vrai. Si on est, on va créer une ombre. Et à un certain moment, il y a des gens qui vont pas apprécier, il y a des gens qui vont apprécier. Donc on est clivant. Et être clivant, c'est être libre. Bien sûr. Et quand tu dis qu'à un certain moment, quand tu n'aimes pas, on le voit, ça veut dire que finalement, tu es capable de ne pas être aimé et de aussi montrer que tu n'aimes pas quelque chose. Et ça, c'est une vraie liberté. C'est pas donné à tout le monde parce que généralement, dans le monde dans lequel on est, on essaye de plaire. On essaie de plaire à tout le monde aussi, au maximum de gens. Et ça veut dire qu'on se perd, en fait. On perd sa liberté. Bien sûr. Parce qu'on n'est pas. Entièrement, on est juste... entièrement aligné avec ça. Oui, tout à fait. Les deux prochains livres que je vais te montrer, c'est des livres un tout petit peu plus philosophiques, moins pragmatiques. Celui-ci s'appelle The 5 Regrets of the Dying. C'est un des livres que j'ai adoré lire. C'est une infirmière en soins palliatifs. J'en ai entendu parler. Qui aide les personnes à mourir. Et elle a écrit ce livre parce qu'elle a vu qu'il y avait des regrets qui étaient très redondants. Il y avait un pattern, il y avait un schéma qui ressortait chaque fois. Et elle partage ça, et j'ai adoré ce livre. Il y a 5 regrets des mourants. Ne pas avoir eu le courage de vivre une vie fidèle à moi-même. Ça, c'est le plus courageux, qui est le plus récurrent. Avoir travaillé trop dur. Ne pas avoir eu une vie personnelle assez développée. Ne pas avoir exprimé mes sentiments. Assez proche, notamment. Oui, exactement. Ne pas avoir entretenu ses amitiés. Ça, c'est Brian Chesky, par exemple, qui en parle. Et ça, c'est un de ses regrets. Il s'est rendu compte qu'il était milliardaire, mais finalement, il était seul, il n'avait plus d'amis. Et ne pas s'être permis d'être plus heureux. Quel est le regret qui te parle le plus, que tu as peut-être observé dans ton cercle personnel, ou c'est un regret que tu anticipes peut-être? Alors pour le coup, je pense que, encore une fois, j'ai plein de défauts, mais je pense avoir une qualité qui est de faire ce que j'ai envie de faire. Tu vois, qu'importe, on peut pas tout le temps tout faire ce qu'on veut, mais en tout cas, j'essaie toujours de trouver
trouver le bon équilibre. Et de s'écouter, je pense que c'est une des premières qualités que les gens peuvent avoir. Clairement, vraiment s'écouter. Jeff Bezos, il a son mantra là-dessus, qui est très intéressant, mais et je suis encore une fois aussi aligné avec ce genre de choses. Il dit faut essayer de se projeter quand on a 80, 90 ans, et exactement essayer de voir, en fait, par rapport à l'instant T actuel des choses, quel regret tu pourrais avoir potentiellement. Tu vois. Begin with the end in mind. Ouais, c'est ça, exactement. Et pour le coup, ça parle énormément, et tu vois, dans mon désir de vivre à l'étranger, par exemple, mon désir d'entreprendre, de rejoindre une grosse boîte tech. En fait, j'essaie toujours de m'écouter au maximum. Et souvent, en fait, ce que beaucoup d'entrepreneurs à succès aussi disent, c'est que notamment le stress vient principalement des choses sur lesquelles tu as contrôle, mais tu n'agis pas. Et donc, tu t'écoutes pas. Donc, tu n'es pas nécessairement aligné avec tes valeurs. C'est bien dit, ça. Et c'est vrai, pour le coup, je le pense sincèrement. Tu vois, moi, typiquement, dans ma carrière professionnelle, les choses qui m'ont le plus stressé, c'est pas mes performances au travail. C'est pas le travail que j'allais avoir, la montagne de boulot, parce que j'adorais ça. Ça me gênait pas. Non, c'est plus la politique au bureau. Tu vois. Et ça, c'est des choses, tu vois, sur lesquelles j'avais contrôle, mais j'ai pas pris contrôle tout de suite. En fait, c'est peut-être plus pour moi, et donc je changeais d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Voilà, donc vraiment, le plus important, je pense, c'est d'être aligné avec ses valeurs, et donc le premier. Donc, plus vivre une vie authentique et prendre des risques. Ah, mais 100%. 100% avec ça. Ah ouais, complètement. C'est clair. C'est clair. Le 4e et dernier livre que je voudrais te montrer, c'est Joseph Campbell Companion. Donc, Joseph Campbell, c'est... Je me sens un peu bête, là. J'aime bien lire aussi, mais je connais aucun des livres que tu fais. Sauf écoute, celui-ci, là, mais sinon... Mais écoute, j'adore. Mais écoute, en fait, j'essaie de partager aussi c'est génial. ma passion. C'est génial. Et Joseph Campbell, c'est un héros pour moi, ce monsieur. Okay. Pourquoi ? Parce qu'il a pu montrer que les mythes sont similaires partout dans le monde. Les histoires de grand-mère qu'on nous raconte quand on est petit, que ce soit au Maroc, en Tunisie, à Abidjan, à New York, d'une tribu amazonienne ou alors en Amérique du Sud, sont très très similaires. Ils ont tous les mêmes attributs. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le héros aux 1000 visages, qui un des best-sellers je crois qui a été écrit les années 40. Okay. Et depuis, c'est on va dire le livre de référence pour n'importe quel cinéaste. D'ailleurs, George Lucas, quand il l'a lu, il a pondu les Star Wars. Ah, ok. À part ça, ça va. Ouais. Oui. C'est à ce point, c'est un livre puissant. Ok. Et donc là, c'est un livre qui parle de juste des citations qu'il a dit dans des interviews ou dans des il a été enseignant, donc à l'université, qui peuvent parler à une personne pour l'amener à s'élever spirituellement. D'accord. Donc je trouve que ce livre qui est magnifique. D'ailleurs, si tu veux, je peux te lire un passage de ce qu'il a dit. Je vais le lire en français, comme ça c'est plus simple parce que c'est en anglais. Ça marche. Et dans la religion, on parle de la peur de Dieu et de l'amour de Dieu. La peur de Dieu va te bloquer. L'amour de Dieu va te pousser. Si tu arrives à faire quelque chose que tu aimes sans la peur d'être critiqué, tu arriveras à bouger. If you can do something that you love without the fear of criticism, you will move. Et ma question pour toi, c'est que dans la vie, on a toujours besoin du retour des autres pour pouvoir évoluer. Mais si on écoute trop le retour des gens, on n'avance pas. Et en même temps, il y a quelque chose en nous qui souhaite s'exprimer, quelque chose d'authentique qui veut sortir. Et comment tu as pu rallier ces deux forces ? Parce qu'elles sont totalement antagonistes. Ah, c'est vrai. Il faut les écouter, parce que c'est un peu de feedback. S'il y a trop de feedback, on ne s'écoute pas. Et en même temps, il faut pousser. Et même si tu entends quelque chose, tu dis, je m'en fous, j'avance quand même. Comment tu as su équilibrer ces deux forces dans ta vie ? Je pense que... garder un peu son esprit critique, c'est primordial. Clairement, si t'entends, tu vois, c'est très, très mathématique ce que je vais te dire, mais si t'entends plusieurs fois le même feedback, il faut le prendre en compte. C'est tout bête.
Tu vois, enfin, moi, dans ma carrière, C'est bien dit. quand beaucoup de personnes m'ont fait le même feedback, bon, au bout d'un moment, tu peux pas non plus être, Ignoré. tu vois, tout seul, quoi. Donc, Plusieurs donc, subjectivités deviennent objectives. Exactement, ouais, ça c'est bien dit. Et après, des individuelles peuvent être aussi pertinentes. Essayer d'essayer de comprendre pourquoi et toujours creuser un feedback. C'est-à-dire ne pas le prendre tout de suite, si tu l'acceptes, hein, pour acquis. Ne pas te braquer non plus, parce que le feedback is a gift, hein, comme on dit, on aime dire ça en anglais. Mais garder cet esprit critique, à se dire, ok, ça, alors, d'avoir un raisonnement pourquoi. Et d'en discuter aussi avec la personne, parce que plus tu en discutes et tu t'aperçois aussi que dans l'échange, s'il y a argumentation, la personne peut être amenée aussi à changer d'avis, c'est déjà arrivé. Pour mon cas personnel. Donc après, on peut toujours se tromper. Hein. Et l'aspect authentique, comment à un certain moment, tu ignores le feedback? Parce que tu peux avoir aussi une poussée authentique qui vient du fond de ton âme, et à un certain moment, elle va choquer certaines personnes. Ils vont te donner ce feedback. Ouais. Mais tu devras l'ignorer dans tous les cas. Comment tu as suggéré ça? J'imagine que pas mal de fois, en lançant par exemple Flash Ad, les gens t'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'as un excellent job, pourquoi tu sors ?» on me l'a dit, c'est vrai. Même quand je venais de rejoindre Snapchat, hein, j'avais une idée de business, des potes entrepreneurs me disaient « Non, c'est trop galère, ne fais pas, reste où t'étais très bien. » Là, j'ai écouté, je fais « Oui, je viens d'arriver de toute façon, donc je vais pas le faire tout de suite, mais quand même, j'y pense. » tu vois. Et donc là, j'ai écouté, c'est vrai. Non, je pense qu'il faut s'écouter. En fait, c'est vraiment... T'as un aspect fort, mais qui est très subtil, c'est le gut feeling. Moi, j'y crois énormément, en fait. T'as des messages qui te parviennent, ton inconscient va capter des choses, ça sera très subtil, mais tu vas le sentir. C'est une intuition forte. Tu vas sense le truc, exactement, tu vas sense le truc. Et ça, il faut vraiment s'écouter. Alors, peut-être qu'on peut se tromper, hein, attention, hein, c'est jamais une chose à 100%, mais je pense qu'il faut absolument s'écouter, quoi. Faut avoir aucun regret. Ok. Tu vois, typiquement dans l'entrepreneuriat, bon, je me plante, qu'est-ce que je risque, tu vois? Bah, rien du tout. Enfin, après, ce que pensent les gens de moi, me dire ah Mehdi, il a fait ça, bon, il s'est planté. C'est vrai, tu vois. C'est clair. J'aurais énormément appris. En 6 mois, j'ai plus appris que. C'est une courbe concave. Ouais. Ça veut dire que le downside, il est petit. Ouais. Mais l'upside, il monte très très haut. Il y a des risques convexes. Ouais. Et cela, par exemple, je sais pas moi, faire du base jump. Ok, il y a peut-être un upside, c'est cool en adrénaline, mais si tu te loupes, la courbe va en bas très vite. Je suis d'accord, il est plus accentué. Quoi. Ok, écoute, on arrive un peu à la fin et je vais te poser une série de questions qui s'appelle la série. Et je voudrais que tu répondes assez spontanément et rapidement. Ok. D'après ton expérience, qu'est-ce qui constitue une vie authentique? D'après mon expérience, qui constitue une vie authentique, franchement, de s'écouter, quoi. S'écouter. Ouais, d'être soi-même. Ouais, c'est tout. Imagine qu'on te donne le droit d'afficher un message de ton choix sur tous les panneaux publicitaires de France pendant 48 heures. Que dirait ton message? Lever la tête. On est tous dans... Attends, je te dis ça, mais je fais la même chose. Hein. J'essaye du coup de l'être un peu, mais tous la tête comme ça. On regarde plus rien de ce qui se passe. Tu vois, ça, tu regardes dans les transports en commun, dans la rue. Donc lever la tête. Le plus grand risque que tu aies pris dans ta vie, c'est quoi? Le plus grand risque que j'ai pris dans ma vie... Il y en a 2, je pense. C'est pas non plus des... Enfin, c'est pas life and death situation, mais partir à Londres sans repère, sans rien, même si c'est qu'à 2h30 de train, pour bosser là-bas dans un inconnu, j'aurais pu rester en France dans mon confort, quoi. Tu vois. Ça, et puis lancer ma boîte, là, juste récemment. Là, clairement, je me lance... je vis sur mes deniers, quoi. C'est cool. Donc, ouais. Y a-t-il un livre que tu offres fréquemment ou dont tu cites souvent des passages? Il y en a plusieurs, j'essaie juste de choisir le bon. Alors, offrir, c'était Samarcande d'Amin Malouf. Ok. Je sais pas si tu l'as lu. Oui. Ok. Non, je vois c'est lequel, mais je l'ai jamais lu. Je suis pas du tout roman, je suis plus autobiographie, mais celui-ci m'a transporté. Donc je l'ai recommandé. Sinon, 11 Rings de Phil Jackson. Ah ouais, on m'en a parlé, je l'ai pas encore lu.
Celui-ci, il est incroyable. Et incroyable. Donc Phil Jackson, donc c'était l'entraîneur emblématique des Chicago Bulls et des Lakers aussi. Des années 90. Et donc il raconte tout son parcours. Génial. Cool. Qu'est-ce que la réussite pour toi? C'est très subjectif. Hein, mais je demande ton avis subjectif, je veux pas l'objectif. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais t'as bien raison. Je pense que c'est de continuellement chercher l'épanouissement. Je pense que c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, le succès. C'est pas nécessairement... Alors, ça peut être l'argent pour certaines personnes, ça peut être des responsabilités pour d'autres, ça peut être, je sais pas, fonder une famille, enfin, peu importe, mais voilà, suivre sa voie et puis chercher son épanouissement. Ça a évolué dans le temps, ta définition? C'était la même chose? Non, ça a toujours été ça. Ah ouais? Ouais. Cool. Non, personnellement, ouais. Des personnes comme toi, ça veut dire des Français d'origine maghrébine, qui innovent, qui font évoluer les choses en France, sont nombreuses. Pourtant, dans les médias, cette communauté est souvent réduite à des faits divers, aux cités, à l'islam ou au trafic de drogue. Comment expliques-tu ce paradoxe médiatique? C'est toujours plus simple de rejeter la faute sur les autres. C'est quelque chose qui s'est répété plusieurs fois dans l'histoire. Enfin, c'est très, très facile de rejeter sur une partie de la population. C'est de l'exclure pour éviter en fait d'ouvrir les yeux sur les vrais problèmes. Tu vois. Enfin, typiquement, c'est vrai qu'en France, on parle beaucoup de ça. Je regarde pas la télé. Hein. Enfin, quand je regarde la télé, c'est... T'as rien raté. Ouais. Je vois passer sur les réseaux sociaux, tu sais, de certains passages, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de ça. Et comme tu l'as très bien dit, c'est pour ça que ton initiative est bonne. Hein. Y a plus de choses. Et j'aimerais qu'on adresse de vrais soucis, tu vois, sur l'innovation en France, sur... tu regardes le GDP, donc le PIB de la zone euro par rapport aux États-Unis. Ça devient catastrophique, en fait, ce qui se passe, tu vois. On parle de l'éducation, des hôpitaux. Ça, c'est des vrais sujets à traiter. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on est tous... Et c'est un peu le côté, on va dire, un peu négatif des réseaux sociaux. C'est un peu le problème aussi de la technologie, tout dépend de l'utilisation que tu en fais, mais on va tout de suite chercher le sensationnel, les choses qui nous font peur. Ça crée du trafic, et quand tu crées du trafic, on cherche la dopamine, en fait. Et parler des sujets, alors comment réformer l'hôpital en détail, faire des spécialistes à la télé, les mesures à prendre, etc. C'est pas sexy, etc. ça. Non, ça me crée pas de dopamine. Ça. Alors que c'est des vrais sujets à traiter, tu vois. Okay. Et tu peux même faire le parallèle avec des situations micro en entreprise, en fait. Tu vois, le diable, il se cache dans les détails, en fait. C'est faire des choses que tu n'aimes pas nécessairement faire, mais qui ont un plus gros impact, tu vois. Là, c'est pareil, les plateaux télé, ils n'ont pas envie de parler de ces sujets-là, ça les intéresse pas parce que ça n'intéresse pas leur audience, donc ils vont les chercher. Ou ça l'intéresse pas leur boss. Parce que c'est des chaînes privées. Oui, c'est vrai, t'as raison, l'un comme l'autre. L'un comme l'autre. Mais c'est vrai que c'est dommage. Quel est le point commun des personnes qui t'entourent, ton premier cercle? Mon premier cercle, mon gamin, c'est ambition et intégrité. C'est très, surtout le deuxième point est très, très rare. Warren Buffett, une fois, il a dit que quand tu cherches un cofondateur ou tu cherches un associé, il faut chercher 3 choses. L'intelligence, l'énergie et l'intégrité. Totalement, ouais. Et si tu ne trouves pas la troisième, les deux premiers ne valent rien. Exactement, ouais, c'est clair. Ouais, parce que quand tu as une personne très énergétique, très intelligente qui bosse contre toi, t'es foutu. Ouais, c'est clair, entièrement d'accord. Syndrome de l'imposteur, mythe ou réalité? Non, en réalité. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Je pense qu'on l'a tous eu à un moment donné, dans notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, que ça soit à l'école ou une situation professionnelle. Non, c'est une réalité. Hein. Ouais, je trouve que même parfois, c'est un bon indicateur. Ça veut dire qu'on est en train de sortir de sa zone de confort. Exactement. Bien sûr. Ton mot préféré? Mon mot préféré? Ouais. J'ai jamais posé cette question, c'est vrai que... Mon préféré... Ça, c'est de Bernard Pivot. Je l'ai piqué. Futur. Futur. Ouais, je vis dans le futur. Le mot que tu détestes? Le mot que je déteste... Passé. Ouais, j'aime pas le passé. Je regarde de l'avant, en fait. Non, c'est vrai. Le pouvoir magique que tu aurais aimé avoir quand tu étais petit? Voyager dans le temps. Ah ouais, pourquoi? Pour voir comment... je sais pas, quand j'étais petit, on disait tous qu'en 2000, on allait avoir des voitures qui volent. Tu vois, j'étais pressé de voir ça. C'est des grosses conneries. Hein. Mais bien sûr. Mais t'y croyais quand t'étais petit.
Et j'étais, c'est dans 7 ans quand même. Je veux voir ça maintenant, quoi. Tu vois, donc voyager dans le temps, ouais, clairement. C'est clair. En fait, toi, c'est beaucoup plus voyager dans le futur. Moi, ça aurait été toujours voyager dans le passé. C'est aussi intéressant, si tu peux revenir. C'est clair. Moi, j'aurais trop aimé, par exemple, aller du temps de, je sais pas, tu sais, assister à des moments historiques. Bien sûr. Par exemple, Je suis d'accord avec toi. j'aurais aimé être à Jérusalem juste pour voir Jésus passer. Ouais. Et tu vois les gens le lapider. Enfin, juste pour voir ça, en fait. Ça doit être extraordinaire de voir ça. Genre, cette personne va devenir très importante. Ouais, je suis d'accord. C'est d'assister à ces moments historiques, Ouais. juste pour être là, témoin. Ouais. Mais avec ça, je crois que ça aurait été l'invisibilité, parce que je voudrais pas qu'on me voit. Non, juste... on a aligné. Donc juste être une conscience qui en mode drone, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. J'observe. Bah écoute, comment les gens peuvent te suivre Flash Ad, suivre tes activités? LinkedIn, je suis plutôt actif sur LinkedIn. Dès qu'on a une nouvelle fonctionnalité, quelque chose à partager, partage. Après, je suis pas très actif sur les autres plateformes. Ok. Internet, ouais. Après, on a notre site internet, flashad.i. Ok. Si les gens qui nous écoutent devaient garder à l'esprit un seul mot en tête dans notre conversation, ça serait quoi? Être aligné avec ses valeurs. Mehdi Benbi, ça a été un vrai plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi à Jugurtha Talks. Pareil également, merci pour beaucoup. l'invitation. Merci. Génial, merci. Vous venez d'écouter Jugurtha Talks. Si vous appréciez le travail qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram et Facebook. Et à nous mettre des pouces bleus et une évaluation 5 étoiles. C'est peut-être rien pour vous, mais cela nous aide à rendre le podcast et le message encore plus visibles. Aussi, si vous avez en tête une personnalité française d'origine nord-africaine que vous souhaitez qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous contacter par email sur jugurthatalks@gmail.com ou via les commentaires YouTube, Spotify ou par messagerie directe sur Instagram et Facebook. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.